Et je vais appeler pour cela deux médecins experts, Jean-Luc Belch. Jean-Luc, vous êtes avec nous, ainsi que Paul de Munck. Jean-Luc, je commence par vous. C'est le monsieur, vous le connaissez, hein, c'est le monsieur avec son pull bleu. Médecin généraliste en région liégeoise, chargé de cours au département de médecine générale de l'Université de Liège. Vous habitez Liège et vous venez de l'église. On se souvient tous de l'ouragan à l'église. Autrement dit, pour vous, Chiara et Denis, c'était des brises gentilles de juillet. Paul de Munck, médecin généraliste, vous aussi, président du GBO, hein, le groupement belge des omnipraticiens, star des médias. C'est l'Union professionnelle des médecins généralistes francophones. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vous invite plus. D'ailleurs, en voyant, j'y pense. Surtout que j'adore votre écharpe. Alors, bon, mais vous êtes là d'ailleurs pas pour ça. Vous êtes là pour comme coordinateur de la plateforme de la première ligne en Wallonie, hein, la PPLW. Grâce à vous, on va tout savoir, messieurs Belch et De Munck. C'est à vous. On peut les applaudir. Voilà, bonjour. 15 minutes pour parler de la première ligne francophone, c'est impossible alors qu'on vient de faire un chemin d'1 an qui n'est même pas encore terminé. Et donc, on vous propose peut-être de partir d'abord d'une définition. Il n'en existe pas d'univoque, d'unique, mais il y a assez de consensus sur certains concepts qui sont centraux. Et donc, on vous propose cette définition peut-être et de la regarder de deux manières différentes. Je ne vais pas la lire en entier, certains la connaissent peut-être déjà, mais de la regarder peut-être sous l'œil de l'offre de soins en première ligne et celle des besoins en soins de première ligne. Si on s'attarde sur la manière dont l'offre ressort dans cette définition, l'offre de soins de première ligne, c'est des soins de santé intégrés au niveau de la communauté. On parle d'accessibilité, de l'approche globale, d'objectifs centrés sur la personne. On parle d'équipes de professionnels au plus proche de la cible, donc dans le contexte de la famille et de la communauté locale, qui jouent un rôle de coordination et de continuité. Globalement, on retrouve les concepts que ici, je pense, tout le monde connaît. Si on s'intéresse à la même définition en faisant ressortir les éléments des besoins en soins, mais clairement on parle de la communauté, on parle de la personne, on parle de la grande majorité des problèmes de santé. On sait que 90% des problèmes de santé sont réglés au niveau de la première ligne. Et dans un partenariat durable avec les personnes, c'est un élément aussi qui est assez important, les personnes, leurs familles et leur communauté, ce sont ces éléments-là qui ressortent pour les besoins en soins de première ligne. Alors on va creuser, la partie offre sera développée par Paul de Munck et je vais peut-être reprendre quelques éléments qui pourraient définir, ou en tout cas qui nous permettent de réfléchir aux besoins en soins de première ligne dans le contexte wallon et francophone, même si la plupart des enseignements sont aussi valables dans d'autres contextes. Un des éléments importants, c'est que les soins en première ligne sont de plus en plus complexes. Et il y a 4 éléments qu'on peut ressortir qui expliquent cette complexité croissante. Tout d'abord, c'est celui du vieillissement de la population. On sait qu'en 2035, plus de 30% de la population a plus de 65 ans. Et en parallèle à ça, c'est aussi les notions de multimorbidité, le fait d'avoir plusieurs pathologies. Et là, c'est dans le nombre absolu, la majorité, c'est des moins de 65 ans, qui constituent la quantité de plus importante de patients en multimorbidité. Tout ça, c'est dans un contexte aussi du fait qu'une grande partie des soins qui se passaient à l'hôpital aussi sont transférés en ambulatoire. On parle de virage ambulatoire dans une optique de rationaliser aussi les coûts hospitaliers. Je n'ai repris qu'un exemple, le plus récent, qui a fait beaucoup parler de lui, celui des maternités, et donc d'une approche rationnelle du péripartum. Mais c'est aussi l'amélioration des techniques permet aussi de décentraliser des techniques et donc de permettre des soins plus complexes dans un milieu extra-hospitalier ambulatoire. De ces éléments-là, c'est important de se focaliser aussi sur ce qui détermine la multimorbidité. Souvent, on parle d'une triade, dans le sens où il y a, quand on approche la notion de multimorbidité de plusieurs pathologies, il y a la notion de santé mentale et de précarité socio-économique qui s'influencent l'un et l'autre. Dans le sens, avoir un problème de santé mentale prédispose à avoir plus de maladies. Avoir plus de maladies prédispose à avoir une probabilité plus importante de problèmes de santé mentale. Et c'est la même chose avec la précarité. Être précaire prédispose à avoir plusieurs maladies, et avoir plusieurs maladies prédispose à une précarité socio-économique. Ce qui nécessairement nous oblige à poser un pas en arrière par rapport aux soins et de reconsidérer la demande et l'offre de soins différemment en incluant un focus sur cette notion de précarité et cette notion de santé mentale qui est souvent aussi cloisonnée, victime d'une approche en silo dans le concret. Si on s'intéresse un peu plus de l'influence, en tout cas de l'importance de ce facteur de précarité socio-économique, ça nous oblige à s'intéresser aux autres déterminants
de la santé, si on a une vue, en tout cas si on part d'une définition assez large de celle-ci. Quand on va plus loin, on se rend compte que les services de santé, finalement, ils sont responsables que seulement de 10% de l'amélioration de la santé d'une population et de l'individu, là où l'influence du niveau socio-économique représente près de 40% et 40% liés aux habitudes de vie. Et si on s'intéresse à la manière dont ces facteurs sont mis en réalité dans nos populations wallonnes et bruxelloises, il y a du travail. On a une différence d'espérance de vie actuellement, si on prend rien qu'au niveau, aux deux extrêmes de l'échelle de précarité socio-économique, une différence d'espérance de vie en bonne santé de 10 à 13 ans. La maladie chronique est doublée. Les habitudes tabagiques, c'est 2 fois et demi. Alors, se poser la question de quelles ressources on peut mettre dans la santé, c'est aussi se poser la question du PIB, réellement des ressources disponibles au niveau wallon, au niveau bruxellois, au niveau belge, avec pas mal d'incertitudes sur la manière dont seront découpées ou seront projetées ces ressources dans l'avenir. Et les habitudes de vie, on a, dans le contexte wallon et bruxellois, clairement un faible dépistage des cancers, une prévalence du tabagisme et de l'obésité plus élevée. Donc ces éléments-là sont aussi à prendre en compte si on veut considérer les besoins en soins. Un autre élément qui, en termes de besoins, est important à considérer, c'est le changement de paradigme en lien avec la place du patient dans les soins. J'ai repris cette photo du BMJ qui, lui, par contre, date de dizaines d'années, dans le sens où faisons commencer cette révolution du patient. On passe par différents parcours, je les vois moins, voilà. Différents éléments qui font que la place aussi du patient en tant qu'individu, mais aussi en tant que représentant dans sa collectivité, a fort évolué ces dernières années. On parle d'un patient qui devient un co-expert avec les maladies plus chroniques. On lui a demandé de jouer un rôle dans le soin, mais aussi d'un rôle de père vis-à-vis de ses pairs, de ses autres patients. On parle aussi d'une information qui est de plus en plus accessible. On n'est plus à demander une des questions maintenant qu'on apprend aux étudiants, c'est qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez déjà appris sur Internet par rapport à votre problème de santé. Donc on est sur un changement aussi du pouvoir lié à l'information médicale. Une information qui, paradoxalement, n'est pas toujours accessible. Donc, vous avez aussi entendu parler récemment du rapport KCE sur la littératie en santé. Donc là, je vous rassure, j'ai fait la faute d'orthographe exprès. Donc ça ne parle pas de mon niveau de littératie en santé à moi. Et de plus en plus aussi, c'est l'émergence d'organes de représentation des patients au niveau institutionnel. Et cette affiche est intéressante parce que c'est la LUS, un des acteurs qui est assez reconnu au niveau représentation des patients. Il y en a d'autres, je parle de Similes, de la SBL Aidants Proches, qui célébrait en 2017 les 15 ans de la loi des droits des patients. C'est aussi un élément majeur, un élément pivot dans le pouvoir qui est éventuellement donné à l'individu dans son système de santé. Et au niveau de la première ligne, ce n'est pas seulement un pouvoir individuel, mais c'est aussi peut-être jouer un rôle de porte-parole dans la réorganisation ou dans la manière dont on veut penser les systèmes de santé de demain. Je pense que ça a apparu dans différentes allocutions déjà ce matin. Et il y a déjà des choses qui existent dans des pratiques groupées, des éléments, des associations de patients qui pourraient représenter l'émergence de cette voie en première ligne. Et je terminerai par cet élément en termes d'offres, c'est que Wallonie, Bruxelles, on pourrait dire que rien ne les rapproche, tout les sépare. On a par exemple une démographie spécifique dans des quartiers bruxellois, mais qu'on retrouve par ailleurs dans certains quartiers urbains de grandes villes wallonnes, avec ce découpage, un peu cette ligne orange d'urbanisation au niveau wallon. C'est aussi une approche multiculturelle avec d'autres types de pathologies aussi qui sont présentes. Une autre épidémiologie de la santé. On a parlé de territorialisation, c'est un peu quelque part de bassin de vie. Comment est-ce qu'on organise des bassins de vie qui sont actuellement des bassins de soins qui sont peu présents en Wallonie et à Bruxelles, et comment est-ce qu'on les organise dans un milieu urbain? Et une des problématiques peut-être spécifiques au contexte wallon qui est plus rural, c'est celui de la question des transports. On l'a abordé sur l'accessibilité des soins. C'est une des caractéristiques des soins de première ligne et c'est un enjeu aussi en termes de besoins. Je passe la parole à Paul pour la partie de l'offre. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, tout d'abord, je vous dois des excuses parce que je vais vous parler surtout de la Wallonie, ce qui montre bien que je suis vraiment ici avec une casquette de président de la plateforme de première ligne wallonne. Voilà. Mais je vous dirai quand même un tout petit mot pour Bruxelles, parallèlement à tout ce que je vais vous raconter. Et donc, les professionnels de première ligne, parfois,
on dit « Ah, mais les professionnels de première ligne, c'est le médecin généraliste ». Non, évidemment, vous savez toutes et tous ici que les professionnels de première ligne, c'est une liste très longue. Et vous avez sur le slide les métiers de première ligne qui sont, je dirais, traités dans la chaire Beehive. Et je vous ai mis en orange, oui, voilà, en orange, ceux qui sont déjà représentés au niveau de la plateforme de première ligne wallonne. Donc vous voyez que tout le monde n'est pas encore là, mais qu'il y a quand même déjà du beau monde. Et ça, on pourra en discuter, mais c'est déjà en soi un petit miracle parce que ça fonctionne très bien. Il y en a qui sont ici présents dans la salle et ils pourront en témoigner que ce qui se passe dans cette plateforme de première ligne wallonne est vraiment extrêmement enthousiasmant. Voilà. Et d'ailleurs, Thérèse est invitée permanente, Thérèse Van Durm est invitée permanente pour venir écouter tout ce qu'on raconte là-bas et tout ce qu'on échange là-bas. Alors, la première ligne, c'est aussi, vous le savez bien, de multiples structures. Ce qui ne veut pas dire que ces multiples structures sont très structurées entre elles. Et pour vous donner donc quelques exemples, et pardonnez-moi si ici dans la salle, il y a des représentants de structures que j'aurais oubliées, je suis sûr que j'en aurais oublié. La plateforme de première ligne wallonne, ça, voilà, je vous en ai parlé, ça rassemble un petit peu tous les métiers. C'est une émanation du terrain, hein, spontanée, donc ce n'est pas quelque chose qui est venu du top, c'est vraiment du bottom-up. Et donc, voilà. Après ça, bien sûr, vous les connaissez, il y a au moins, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais 8 services intégrés de soins à domicile. Il y a, je pense, 14 réseaux multidisciplinaires locaux. On ne va pas entrer dans les détails. Il y a les associations de santé intégrées, je crois, Brigitte, qu'il y en a 80. Pratiquement 80. Il y a les associations monodisciplinaires. Il ne faut jamais oublier qu'en dehors des associations de santé intégrées, subventionnées ou pas, au forfait ou pas, il y a aussi un tas d'initiatives, on l'oublie trop souvent, de gens, de médecins par exemple, généralistes, qui se mettent ensemble, ou d'infirmiers qui se mettent ensemble et qui de plus en plus travaillent en groupe. C'est très important. Et parfois, bon voilà, on s'associe avec l'une ou l'autre autre discipline de première ligne. Et puis, bien sûr, il y a les cercles de médecins généralistes. Je pense qu'il y en a 61. Il y a des représentants, je pense, des cercles ici présents. C'est très important parce que les cercles de médecine générale restent quand même peut-être la pierre angulaire sur laquelle on pourrait imaginer des territoires de première ligne. Et il faudra peut-être avoir ce débat-là aussi dans les 5 années qui viennent, et notamment avec l'événement qui va être organisé par la ministre représentée ici et par l'administration wallonne, que je salue en passant parce que je pense que nous sommes dans un moment favorable en Wallonie pour avancer pour la structuration de la première ligne. Je tiens à le dire. Alors, au-delà des cercles, il y a les plateformes de soins palliatifs, il y a les réseaux de santé mentale adulte, il y en a 7, je pense, les plateformes, il y a les réseaux de santé mentale pour enfants et adolescents. Vous savez qu'en Belgique, on a le chic de compliquer les choses. Et donc, il y a des centres de planning, il y a 8 maisons du diabète, et j'en oublie certainement. Je vous avais dit qu'à Bruxelles, et ça a été dit, les CIST, les RML, les soins palliatifs ont fusionné dans une ASBL fêtière qui s'appelle Brusano. Ça a été dit, voilà déjà une petite différence. Alors, voilà, je pense que... Ah oui, je n'avais pas fait avancer. Si, voilà. En plus de ça, il y a les réseaux... Ah oui, je n'avais pas fini la liste. Il y a les réseaux ASU-Études, il y a les centres de coordination de soins et de services à domicile, il y a des représentants ici présents, tout le monde est là. Hein. Et puis, il y a les centres locaux de promotion de la santé. On peut même dire que les services de garde des pharmaciens, c'est quelque part une organisation territoriale comme ça pour assurer un service à la population en première ligne. Et puis, il y a des comités subrégionaux de la VIC centrés sur le handicap. Et puis, il y a des relais sociaux et santé centrés sur des questions de grande précarité dans et autour des grandes villes. Pensons, par exemple, à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles, les infirmiers de rue, médecins du monde, etc. Voilà. Donc... tous ces gens-là, toutes ces organisations, eh bien, elles sont en pleine mutation et je ne vous apprends rien non plus. Et donc, quelques mutations qu'on a identifiées, Jean-Luc et moi, c'est qu'il y a des mutations spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a une tendance lourde, et ça je pense que c'est nouveau, vers des pratiques de groupe mono
et pluridisciplinaire. Je pense que là, le mouvement est probablement irréversible et pour moi, à mon point de vue, mais on peut en débattre, c'est une excellente nouvelle. 2, il y a des métiers qui sont appelés à se transformer et vous ne l'ignorez pas. La médecine générale est appelée à se transformer. Le pharmacien d'officine est aussi appelé à adapter son métier à tout ce qui se passe au niveau de la marchandisation pour la délivrance des médicaments, etc., avec les grandes surfaces qui maintenant, ou la vente en ligne de médicaments, etc. Donc tous ces métiers-là vont devoir, comment dirais-je, réinterroger l'âme de leur métier pour s'adapter au changement. Et par exemple, pour l'instant, vous le savez, il y a de gros travaux de réflexion au niveau du SPF Santé, donc au niveau fédéral, sur les infirmiers de pratique avancée. Donc comment le métier d'infirmière va pouvoir lui aussi s'adapter aux nouveaux besoins et, entre autres, l'infirmier de pratique avancée en première ligne. Voilà. Que dire aussi, oui, de la numérisation. Vous savez qu'il y a des métiers médicaux, donc de médecine, qui vont peut-être pas tout à fait disparaître, mais en tout cas se raréfier. On pense à la radiologie. Ça n'est pas sûr que dans 10 ans, vous aurez encore un radiologue devant vous, ou dans les hôpitaux. D'ailleurs, vous l'avez rarement devant vous. Vous avez surtout quelqu'un qui fait la radio. Mais c'est pas pour dire, mais je veux dire, avec la numérisation, peut-être que demain, eh bien, l'intelligence artificielle remplacera des pans entiers de nos métiers et certains métiers peut-être aussi. Alors la pénurie, c'est très important. On parlait tout à l'heure, David disait, est-ce qu'on a assez d'infirmières? Non, moi je dis déjà non. On n'en a pas assez maintenant pour faire face aux défis de demain. Et donc, et alors je quitte la première ligne parce qu'au niveau de l'hôpital aussi, je ne suis pas sûr aussi, si vous écoutez les blouses blanches, je crois qu'elles ont fait assez de bruit, ils et elles ont fait assez de bruit pour dire que quand même il y a des soucis au niveau de l'hôpital aussi. Bon, donc il y a une pénurie avérée. Alors la bonne nouvelle, M. de Borsuit, vous aimez les scoops, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on va travailler sérieusement à créer un décret pour organiser la planification des sous-quotas en médecine. Ça, c'est une révolution copernicienne. Parce que à partir de là, on va dire il faut combien de médecins généralistes en Belgique? Qu'est-ce que je dis en Belgique? En communauté française. Il faut combien de cardiologues? Il faut combien de gynécologues? Etc., etc. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on avance, mais est-ce qu'on a réglé le problème d'attractivité de nos métiers de première ligne et ou de rétention des métiers dans la première ligne, ça, je pense qu'on doit encore faire du chemin. Et puis, il y a des mutations transversales. L'e-santé, j'en ai parlé, le transfert et le partage des données. Vous savez bien qu'il y a des gros débats pour savoir comment on va partager les choses entre nous, entre le patient, tel thérapeute, avec ou sans lien thérapeutique. Oui, il faut un lien thérapeutique. Oui, il faut un consentement. Vous savez très bien que le consentement, parfois, vous savez comment ça se passe dans certains services. Enfin, il y a des questions éthiques, déontologiques, juridiques, et vraiment, ce sont des questions qui doivent être débattues en dehors de nous aussi, au niveau sociétal. Et puis, il y a le transfert des tâches. Alors là, je sais bien, il y a tout un débat aussi. Qui doit faire quoi? Est-ce que c'est le médecin qui doit continuer à faire tout ça? Est-ce que le pharmacien peut vacciner? Est-ce que le pharmacien peut tenter d'approcher un peu dans le dépistage, de ceci, de cela, hein? Ça provoque des débats, ça provoque des discussions. Mais allons-y, débattons et réfléchissons ensemble pour faire avancer, je dirais, une bonne organisation des soins et surtout au service du patient. Et puis, il y a l'apprentissage de la collaboration en cours de formation et après. Nous pensons que dans les... Oui, c'est combien qui reste? Plus. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de temps pour les places. Allez, 1 minute. Et il est bien, hein, il est gentil. Et donc, je pense que voilà, il y a des défis collectifs. Une première ligne forte, structurée, reconnue, connue et visible. Voilà. Et ça, je pense qu'avec l'HRBIF, avec l'administration qui est, je pense, très sensible à tout ça, et avec le cabinet actuel, je pense que vraiment, on pourra faire du bon travail avec la chaire de première ligne et avec la plateforme de première ligne wallonne, bien entendu. Et donc, on a besoin d'un soutien politique, on a besoin d'une co-construction avec les acteurs, d'une nouvelle organisation de services d'aide-soins. Territorialisation cohérente des services d'aide et de soins, la satisfaction des professionnels au travail, Monsieur de Borsuit, trouver des solutions aux incohérences liées au morcellement des compétences, je crois que c'est fondamental, excusez-moi, mais c'est fondamental, le bien-être des soignants au travail, partout. Et voilà.
Tout ça pour dire qu'il nous faut des lignes et des professions et des services qui ne sont plus concurrents, mais qui sont complémentaires. Et comme disait une certaine organisation, la finalité, c'est assurer les meilleurs soins possibles à l'endroit le plus approprié par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun et à un juste coût. Et je vous laisse désigner qui est le chimpanzé et l'autre petit animal charmant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Et merci, Jean-Luc.